Allez, cette question à présent, les ETF se sont-ils véritablement démocratisés? On en parle avec vous, Isabelle Boursier. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Merci d'être là, responsable des gestions indicielles et quantitatives chez BNP Paribas Asset Management. Quand on écoute l'AMF, on a envie de répondre que oui, quand on a les derniers chiffres que vous avez dû évidemment voir sur le nombre d'utilisateurs d'ETF, de trackers qui a augmenté de 60%. 60% en 2 ans, entre 2018 et 2020, en passant de 143 000 épargnants à 233 000. Est-ce que vous aussi, au quotidien, vous voyez que de plus en plus de nouveaux épargnants, de nouvelles têtes qui s'intéressent aux ETF? Alors, on ne le voit pas forcément en direct parce que nous, en tant que société de gestion, ce sont les intermédiaires en fait qui nous remontent les intérêts des particuliers. Ce qu'on a, on a quand même une hotline avec de plus en plus de mails qui arrivent de particuliers avec des questions pertinentes sur les différents Pas toujours produits. des questions pertinentes. Sur les différents produits que l'on offre. Mais oui, ce qu'on voit, c'est que surtout du côté de la banque privée, il y a de plus en plus de demandes d'ETF et de requêtes qui nous arrivent. Donc ce n'est pas une démocratisation si c'est de la banque privée pour le coup, parce que banque privée, il faut avoir un certain patrimoine. Oui, mais quand je dis la banque privée, c'est vraiment à peu près tous les niveaux on va dire d'épargne. Ce n'est pas forcément les gros clients qui ont une épargne élevée. Il y a vraiment de tout parce que... Donc il y a une accélération dans cette crise sanitaire au niveau des marques d'intérêt, des ordres, Je pense que plus généralement, comme les marchés equity se sont bien comportés sur les... Actions, pardon, se sont bien comportés sur les derniers mois, on revoit un appétit et notamment, ce qui intéresse beaucoup les particuliers, c'est tous les sujets qui sont propres à des thématiques d'investissement. Donc, ce qu'on voit comme demande qui arrive, par exemple, des conseillers financiers, c'est qu'est-ce que vous avez comme ETF sur la mobilité? Qu'est-ce que vous avez comme ETF sur... Ils vont chercher des thématiques, je ne dis pas de niche, des thématiques plus spécifiques. Exactement. Moi, j'aurais imaginé plutôt des épargnants qui se disent, voilà, le CAC 40, j'ai envie de jouer de répliquer la performance du CAC 40 dans mon portefeuille, dans mon PEA, dans mon assurance vie. Et donc, je vais sur un ETF, il y a moins de frais, c'est simple, c'est transparent. Alors, aujourd'hui, le gros du business, il n'est pas plutôt sur le CAC 40, sur les marchés américains, sur Wall Street. Si on regarde les volumes sur Euronext, aujourd'hui le gros des volumes, il est sur des ETF à levier, en effet sur le CAC 40, soit à la hausse, soit à la baisse. Avec un effet multiplicateur. Exactement. Donc ça c'est des filers. On voit que ce sont des particuliers avertis. Les particuliers qui découvrent les ETF, en général, ils le font via un intermédiaire, parce que même si le produit est relativement simple d'utilisation, il y a quand même un certain nombre de choses à analyser, notamment quand on veut diversifier un portefeuille. Et puis, les conseillers financiers proposent de plus en plus d'ETF à leurs clients parce qu'ils veulent diversifier les portefeuilles, trouver une thématique aussi sur laquelle il y a une belle histoire à raconter à leurs clients. Et puis ce qu'on voit également se développer de plus en plus, c'est la partie robot conseiller. J'essaye d'éviter les anglicismes, c'est dur. La partie robot conseiller, où là, de plus en plus dans les allocations, et quasiment dans toutes les allocations, on retrouve des ETF, parce que ça permet de vraiment facilement rentrer et sortir d'une zone géographique, d'une thématique, pour revoir complètement son portefeuille. Qu'est-ce qui séduit aujourd'hui les particuliers? C'est quoi cette simplicité d'utilisation? C'est le fait que ce soit peu chargé en frais? Qu'est-ce qui viennent chercher des thématiques plus ciblées, avoir facilement accès au CAC 40? Ou c'est tout ça mis bout à bout? C'est différents facteurs. Il y a un appétit pour les marchés actions, puisqu'il y a de belles performances sur les marchés actions. Par opposition, sur la partie obligataire, on voit bien que tout ce qui est obligations d'État et même obligations d'entreprise, aujourd'hui les rendements sont extrêmement bas. Les obligations d'entreprise, il y a peu de rendement. Donc il faut diversifier son portefeuille si on veut du rendement. Puis l'épargne, c'est quand même, surtout en France, c'est quand même beaucoup renforcé sur les derniers mois. Donc il faut le placer aussi, cette épargne. Ce n'est pas dans les comptes à terme que l'on retrouve du rendement. Donc il faut chercher des solutions. Et quand on est je pense aussi que l'avantage des ETF, c'est qu'on peut avoir cette vision assez court terme, dans la mesure où on sort très facilement d'un ETF en revendant en bourse son produit. Donc si on a cette vision assez court terme et qu'on veut prendre juste une tendance de marché qui a débuté, eh bien l'ETF est souvent même proposé par les conseillers financiers parce que c'est une façon assez aisée de rentrer et de participer à la hausse d'un marché. Il y a ou pas un arbitrage, une sorte d'arbitrage de la part des particuliers qui se disent entre une SICAV classique, entre la gestion active, qui est plus chargée en frais mais qui potentiellement peut battre l'indice de référence,
alors qu'avec face à l'ETF, au tracker, là pour le coup, il n'y a pas de surprise, on fera la performance de l'indice sous-jacent, CAC 40 ou autre, mais avec moins de frais. Où est-ce que les particuliers, les panaches, ou voilà, comment ça se passe? Parce qu'ils ont le choix. Ça dépend de la sophistication du particulier aussi. En France, on a quand même, contrairement aux États-Unis, on a moins de particuliers qui sont autonomes, on va dire, sur la bourse. C'est beaucoup intermédiaire comme marché. Et l'ETF est plus utilisé de manière, ce qu'on dit tactique, c'est-à-dire justement avec cette vision plutôt court-moyen terme qu'un fonds action. C'est dommage. En fait, la beauté de l'ETF, c'est que comme c'est un OPCVM, ça peut être aussi gardé en portefeuille pendant très longtemps. Mais la réalité, que ce soit auprès des particuliers ou que ce soit auprès des professionnels, c'est qu'on voit bien que leur utilisation est beaucoup plus tactique, avec des horizons de temps beaucoup plus courts. En général, ce qu'on voit chez les professionnels et chez les particuliers, qui les achètent de manière intermédiaire, c'est qu'on regarde déjà des périodes de performance qui sont beaucoup plus longues sur un fonds à action classique que ce qu'on va regarder sur un ETF. Sur un ETF, comme on sait que ça fait la performance du marché, on n'est pas du tout nécessairement dans la même optique d'investissement. Sur les ETF qui sont les plus utilisés par les épargnants, encore une fois, là où vont les plus de volume, vous me confirmez que sur la France, en tout cas, c'est le CAC 40 qui est roi, où on voit poindre, je sais pas, de l'Eurostoxx 50, du MSCI World, du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P? Alors, c'est difficile à dire parce que l'ETF s'achète et se vend en bourse, c'est complètement anonyme en fait comme transaction. Donc on repère, si vous voulez, le volume particulier par la taille en fait des ordres. Après, il faudrait remonter auprès de tous les intermédiaires pour avoir quelque chose. Donc on ne sait pas. On ne sait pas trop. Mais quand on regarde les statistiques en Europe depuis le début de l'année, 80% du volume, enfin de la collecte, c'est fait sur les actions. Et plus de 50% sur des expositions monde. Donc très diversifié. Et 30% sur des expositions US, alors que le S&P 500 avait déjà très bien performé en fin d'année dernière. Et le CAC a une meilleure performance depuis le début de l'année que le S&P 500. Oui, plus 15 même un peu plus, quasiment plus 16 pour le CAC 40. On actualise les chiffres. Les épargnants, ils les mettent où, français, ces ETF? Essentiellement dans le PEA, essentiellement compte titre, potentiellement l'assurance vie, même si faut-il que ce contrat il donne accès. Il y a de plus en plus de contrats d'assurance vie qui référencent des ETF. Donc ça, il y a une progression qui est assez vraiment importante. Mais ça reste encore marginal ou vraiment il y a une vraie poussée? Non, il y a à peu près 38% des contrats d'assurance vie en France qui référencent les ETF. Et qui référencent un certain nombre d'ETF. Il y a une montée en puissance. Oui, exactement. Pas tous les ETF. Nous, c'est notre travail aussi de se faire référencer auprès des assureurs. En même temps, ils gagnent moins, j'imagine aussi, sur les ETF, puisqu'il y a moins de frais. C'est ce qui fait qu'ils ont freiné un peu pendant tant qu'ils pouvaient. Oui, mais il y a une demande qui vient de l'investisseur, donc il faut aussi répondre à cette demande. Il faut y répondre, oui. Voilà. Le PEA est utilisé, mais pas autant, je pense, que le compte titre, parce qu'il y a cette notion aussi de tactique qui fait que les clients ont plutôt tendance à aller sur leur compte titre que sur leur PEA pour investir dans les ETF. Et je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde, qui se dit moi pourquoi pas aller mettre dans mon portefeuille un ETF CAC 40. Plein de boîtes en proposent, plein d'émetteurs. Il y a des BNP, il y a l'Ixor, il y a BlackRock et j'en oublie évidemment plein d'autres, Deutsche Bank et d'autres et d'autres. Quelle différence il y a entre deux ETF? C'est quasiment tous les mêmes au final? Alors non, il y a des différences sur le CAC 40 par exemple. Sur le CAC 40, il y a très peu de différences. Ça va se jouer. C'est pas exactement au frais, mais il faut regarder sur un an comment l'ETF a performé par rapport à son indice. Là, on regarde. Il est censé le suivre fidèlement. Au frais près. Au frais près. Et à la qualité de gestion près, puisque y a de la TTF qui s'applique par exemple sur le CAC 40. La taxe sur les transactions financières. Mais c'est chez tout le monde ça. Oui. Mais il y a des qualités de gestion, si vous voulez, sur la manière dont nous, gérants, allons réallouer et s'occuper de ce qu'on appelle des opérations sur titre, peut créer quelques points de base. Mais c'est à la marge. Ouais, mais c'est à la marge. Globalement, c'est à peu près la même chose. Tous les ETF sur le CAC 40. Sur le CAC 40, c'est à peu près la même chose au frais près. Donc il faut quand même regarder cet aspect-là. C'est vrai que c'est le plus simple à comprendre pour un particulier. Maintenant, il faut regarder ce que vous avez en portefeuille quand vous êtes un particulier. Si vous êtes déjà exposé à la market cap du CAC 40, enfin les grosses valeurs du CAC 40, rajouter de l'ETF CAC,
voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les ETF en termes de diversification de portefeuille que c'est un peu dommage de se focaliser sur le CAC si on a déjà du LVMH, du L'Oréal. Ouais. Ça fait un peu doublon, comme on dit. Exactement. Le marché américain doit vous faire rêver. Je crois que c'est un ordre sur 2 qui passe par des ETF aux États-Unis. Ah, mais c'est dingue, je sais pas, en France, on est quoi? On est 1 sur 10, je sais pas, je connais pas les chiffres. Alors, je ne saurais pas vous dire les chiffres, mais c'est pas du tout les mêmes montants. En effet. Voilà. Enfin, en France ou en Europe d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas non plus. Une transaction sur 2 aux États-Unis passe par un ETF. Ouais. Bon, ils ont commencé bien avant nous. Et donc la question, on finit là-dessus, Isabelle, c'est de savoir, en termes de collecte, qu'est-ce que ça a donné depuis le début de la crise, les ETF? Est-ce que les ETF sont renforcés? On parlait souvent des gagnants et des perdants de la crise. Les ETF sont gagnants de la crise quand on voit les collectes qui... J'ai pas les chiffres. Hein, donc, Oui, alors la crise, c'est il y a un an, on va parler de mars 2020. Entre mars 2020 et mai 2020, avec l'impact de la crise... Mai 2020 ou mai 2021? Mai 2020. D'accord, ok. L'impact de la crise a été quand même assez... important puisqu'il y a eu de la décollecte sur les ETF, mais depuis la fin de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est reparti sur une collecte positive constante depuis mai 2020. Sur des niveaux comparables à des niveaux de collecte de 2019 ou encore plus forts? Après, il y a le rattrapage aussi, peut-être aussi, sur ce qui n'a pas été fait entre mars et mai 2020. Bon, c'est un peu technique, mais c'est intéressant de poser la question. Ouais, donc. Par exemple, si je prends juste depuis le début de l'année, il n'y a eu que 5 jours sur lesquels on a été en décollecte. Le marché global européen. Le marché européen a eu 5 jours de décollecte. Tous les autres jours, ça a été une collecte positive. Donc il y a plus de 80 milliards de dollars qui ont été, donc 75 milliards d'euros qui ont été collectés depuis le début de l'année sur les ETF. Donc c'est encore très positif et très dynamique comme marché. Et de mémoire, sur 2020, la collecte aux États-Unis, elle était de 24,5% et en Europe, on était autour de 22% de croissance sur l'année 2020. Donc vous voyez que malgré la crise, il y a eu un effet rattrapage en effet à partir de mai 2020. Et puis, encore une fois, les conditions de taux bas ont fait qu'il y a un appétit pour réallouer aujourd'hui sur les actions. On a vu en fin d'année dernière beaucoup d'allocations sur la partie obligataire. Donc comme l'offre est très diversifiée, ça permet vraiment d'intervenir sur toutes les classes d'actifs. C'est ce que font beaucoup les professionnels, pas encore tous les particuliers, encore qu'il y a beaucoup de diversification aussi utilisée par les particuliers. Mais c'est vrai que quand on commence à parler ETF avec un particulier, on a tendance à prendre comme exemple l'indice maison, pas dire, l'indice phare. Le CAC 40. Exactement, pour expliquer le comportement du produit. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand on voit les chiffres, et on finit là-dessus de l'AMF, 60% de plus d'épargnants qui ont utilisé en 2 ans des ETF, ça prouve que c'est en train, en tout cas, de s'accélérer, que la crise a fait du bien quelque part aussi aux ETF qui sont plus usités manifestement par des nouveaux clients, de nouveaux épargnants. Exactement. Bon voilà, merci. Point de vue, signé Isabelle Boursier, responsable des gestions indicielles et quantitatives chez BNP Paribas Asset Management. Merci Isabelle. Merci beaucoup David. Ciao. Ciao.